Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Si Buzz l'éclair raconte une blague à Tolstoï, est-ce que Tolstoï rit ? Avec quoi attaque un champignon pirate ? Avec des bolets de canon ? Kayak, ça fait quoi à l'envers ? Glou 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 glou. J'arrête là. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques qui soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Grey Pigeon, une sorte de Jerry Seinfeld, mais sans le talent. Mais comme le disait Michel Audiard, un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, mais ça vole. Je vous laisse méditer là-dessus, et en attendant pour m'accompagner, je ne peux rien promettre, mais j'espère qu'il ne piquera pas de blagues à Del Mallet, qu'il ne fera pas des accents racistes comme Michel Leb, ou des blagues misogynes comme Tex. Il s'agit de Spades. Salut Spades. Salut, ça va? Ça va, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de One Shot First. Ouais, très bien tes blagues d'intro, c'était très bien. Ah, c'est du très haut niveau. Je remercie mon pote Hugo qui me les a filés. Il sera content de s'entendre citer. Oui, merci à lui, mais qu'il évite de récidiver, s'il te plaît. Alors vous l'aurez compris, on va parler d'humour. Enfin, en tout cas, on va essayer dans cet épisode. Et on va attaquer avec notre sélection. Je rappelle les règles, un DC, un Marvel, un titre, un dé chacun. Et c'est parti, on attaque avec Marvel. Qu'est-ce que tu nous as choisi ? Donc Marvel, j'ai choisi un épisode d'une série récente. En fait, la série Superior Foes of Spider-Man, plus spécifiquement le numéro 7. Donc cet épisode est sorti en mars 2014 et écrit par Nick Spencer et dessiné par Rich Ellis. Ouais, très sympa. Donc, avant d'expliquer ce qu'est cet épisode, faut expliquer ce que sont les Superior Foes. Les Superior Foes of Spider-Man sont, comme son nom l'indique, les pires ennemis de Spider-Man. Sauf que là, on a une galerie de losers intégrales. Donc dirigé par Captain Boomerang, on trouve le Joker, on trouve toute une galerie de personnages complètement, j'allais dire à des bras cassés, mais là pour le coup c'est plutôt des jambes cassées, référence au Flash à 2 balles de l'équipe. Et cet épisode, le numéro 7, en fait, c'est la présentation d'un nouveau personnage, en fait, qui est là depuis le début de la série, mais tout le monde se demandait qui était ce personnage. Donc la nouvelle Beetle. Et que dire de cette rencontre, que son père est quelqu'un de très particulier, qu'elle a des tendances très très psychopathiques. Elle veut tout faire pour plaire à son père, et vu que son père est un salopard, elle se comporte elle-même Ah, et depuis le berceau, hein. Ah ouais. Ah, le coup de l'anniversaire. L'anniversaire, c'est fabuleux. Il faut raconter cette scène-là. Donc elle est invitée à un anniversaire avec ses copines d'école. Et elle offre un chien à sa copine. Donc la copine toute contente parce que le chien est super beau, super avec compagnie. Maman, on peut le garder. Et quand tout le monde se retourne, en fait, donc la nouvelle Beetle a volé les cadeaux, les a mis dans la bagnole conduite par son père et rappelle son chien pour partir avec. Je rappelle que c'est ses copains d'école, donc le lendemain, elle est censée les voir en plus. C'est ça. Mais toute cette série est hilarante, mais cet épisode spécifiquement, je le trouve parfait, quoi. Ouais. Ah, il marche bien, c'est un vrai one-shot. Ouais. C'est l'origin story de ce personnage, comment de la petite enfance, comme tu l'as dit, jusqu'à la dernière case où elle devient la Beetle. Voilà. On voit comment elle devient, comment elle ne rêve que de ça, de devenir une vilaine, malgré son père ne veut pas. En fait, son père veut faire d'elle un avocat pour pouvoir défendre justement ses intérêts à lui, mais elle ne rêve que d'une chose, c'est d'être un super vilain. Mais non, vraiment, c'est et excellent. Quand elle travaille au cabinet d'avocat, elle va défendre les pires ordures en trouvant les pires arguments. C'est génial. Et ça marche, c'est ça le pire. Eh oui. Non, franchement, toute la série est fabuleuse. C'est vraiment une série. Ouais, c'est une série qui a duré une quinzaine d'épisodes ouais. en concomitance avec la série Superior Spider-Man de l'époque. C'est pour ça que cette série s'appelle comme ça, d'ailleurs. Voilà, et vraiment, c'est une série qui est absolument fabuleuse, qui est un peu méconnue, parce que voilà, c'est vraiment, là, on prend même plus les seconds couteaux, on a tapé directement dans les petites cuillères, quoi, pour les personnages. Et vraiment, c'est un plaisir à lire tout du long. C'est le point fort de l'épisode, enfin de l'épisode et de cette série en particulier, je pense, parce que Nick Spencer avait les mains libres de la part de Marvel, il pouvait faire ce qu'il voulait. Ouais. Personnages-là. Hein. Ah oui, non mais tout est parfait et c'est en plus super riche en rebondissements.
toute la série, en fait, on se demande ce qui va se passer. Il y a des épisodes qui sont extraordinaires. L'épisode où Choker vole un mafieux dont il y a plus que la tête sur une voiture téléguidée. Ouais. Rien que le concept. Ouais. C'est vraiment cette série à découvrir, et cet épisode, c'est un petit bijou. Vraiment, c'est... Alors, je sais que pour la lire aujourd'hui en VO, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait un omnibus qui était sorti à l'époque qui est maintenant épuisé. Oui, comme tous les omnibus, hein. Ouais, c'est ça. Mais on attend que Marvel le réédite peut-être un jour dans un format unique en souple. Et en français, par contre, c'est sorti, hein, je crois. Oui, c'est sorti en kiosque. Ouais. Donc c'est sorti pour cet épisode-là dans la revue Spider-Man numéro 13. Donc toute la série a été diffusée dans la revue Spider-Man en 2014. Le souci, en fait, je pensais qu'il y avait au moins un Deluxe ou un 100% de sortie, et j'ai beau faire des recherches, j'ai pas moyen de trouver. Donc Panini, ça serait bien d'y penser, quoi. Ça peut être sympa, quoi. Ouais, c'est clair, c'est une bonne petite série. Et donc toi, tu nous as choisi un titre beaucoup plus ancien. Ouais, un titre de 1982 qui est autour des Fantastic Four, qui s'appelle The Roast, numéro 1. Alors c'est au scénario, on a Fred Embeck qui est aussi au dessin, mais il n'y a pas que lui au dessin, et au scénario on a aussi Jim Shooter, donc le boss de Marvel de l'époque. Alors, de quoi parle cet épisode ? Nous avons donc les Fantastic Four qui sont les invités d'honneur d'un roast. Et un roast, qu'est-ce que c'est ? Toi, Space, je sais que tu sais ce que c'est, mais c'est une tradition purement américaine durant laquelle des célébrités se font gentiment vanner par d'autres célébrités lors d'un dîner. Et dans cet épisode, donc on va avoir donc un dîner qui va mettre en vedette les Fantastic Four face à peu près tout l'univers Marvel des années 80. Et Fred Embeck se met lui-même en scène, il est maître de cérémonie, et donc il va présenter les plats du dîner et les différents orateurs qui vont se succéder. Donc on va avoir tout un tas de vannes autour des Fantastic Four, avec plein de jeux de mots qui sont à la fois verbaux et visuels, surtout verbaux, d'ailleurs c'est très verbeux. Très, limite trop. Et il y a une petite histoire autour de ça aussi, c'est qu'il y a un méchant mystérieux qui semble envoyer des plats mortels aux 4 Fantastiques. Et bien sûr, qui échoue à chaque fois, quasiment. Ouais, c'est ça. Et donc on pense tous que c'est le Dr Doom, mais non, ce n'est pas lui. Et on va découvrir à la fin qui est le vrai coupable. Et le dîner sera sauvé, enfin, presque. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ce Fantastic Four Roast numéro 1 ? Alors, avant d'en dire du mal, je vais dire les qualités que je trouve à ce titre. Déjà, c'est un comics très méta, qui est assez rare à l'époque. On avait, par exemple, dans les séries What If, on avait le Watcher qui s'adresse au lecteur. Là, tout l'épisode s'adresse au lecteur, en fait. C'est vraiment un épisode qui s'adresse aux fans de l'univers Marvel de l'époque. Et dès la cover, on a beaucoup de personnages charismatiques dessinés avec humour. Et c'est vraiment ce qui fait de ce comics quelque chose d'intéressant à lire aujourd'hui, c'est que on a un humour à toutes les pages, c'est très riche, comme je le disais dans le texte, mais aussi dans le visuel. Hein. Il y a des pages qui sont très remplies de beaucoup de personnages. On va voir, par exemple, la page 3, on va voir tous les Avengers, tous les Defenders, tous les Inhumans, tous les X-Men et toute la Légion des Monstres en seulement 5 cases. C'est, en tout cas, on se moque pas de nous, c'est très 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 riche, comme je disais. Oui. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Embeck, il a réalisé la mise en page, mais par contre, c'est les artistes de l'époque qui étaient affiliés à ces personnages qui ont finalisé les dessins. Donc, les cases qui mettent en scène Spider-Man sont signées John Romita Jr. et Senior. Celle de Captain America, c'est Mike Zeck. Iron Man, c'est Bob Layton. Daredevil, c'est Frank Miller. Hulk, c'est Sal Buscema. Et les Fantastic Four sont eux dessinés par John Byrne, qui était sur le titre à l'époque. Là, il y a du beau monde au casting, ça c'est pas le problème. Je vais continuer dans les qualités. Hein. Il y a quelques bons gars qui fonctionnent bien. Moi, j'aime bien aimer la page qui est consacrée à Namor, qui fait son entrée assez spectaculaire et qui mentionne ses aventures avec la Torche, donc l'ancienne Torche, et qui parle de son retour dans la série des Fantastic Four. Hein. Pour lui, il était temps qu'il revienne dans l'univers Marvel. Et pendant ce temps-là, t'as Ben qui demande à celui-là, mais tu y trouves quoi, celui-là? Ça m'a bien fait marrer. Mais la vraie bonne page, c'est celle qui est sur Daredevil de Frank Miller, où t'as Matt Murdock qui se moque des différentes répercussions légales que peuvent avoir les actions des 4 Fantastiques. Donc t'as Johnny Storm qui est tellement bête que quand il fait le plein de sa voiture, s'il voit une jolie fille, il peut pas s'empêcher de se transformer en torche humaine, ce qui peut causer des petits problèmes avec l'essence. La Chose qui peut pas rentrer dans un magasin de porcelaine sans que des compagnies d'assurance se soient harcelées de coups de fil. Et puis t'as Reed qui a des problèmes avec la faillite de plein d'entreprises à cause de ses inventions. Donc ça, c'est assez drôle. Le dernier membre de Matt, d'ailleurs, il y a un 4e membre, mais on le voit jamais, je sais pas qui c'est. Voilà, c'est la bonne, c'est quelques bons gars. Le problème de cette série, c'est qu'il faut 50 minutes pour la lire, quoi. Enfin, en tout cas, cet épisode. Ah oui. Ah, ça, c'était long. Moi, la vanne qui m'a bien fait marrer, c'est, justement, quand on voit les ennemis des Fantastiques, qui sont aussi invités, du coup. Ouais. Hein. Donc, on voit les Skrulls et on découvre un Skrull rouge. Et, donc, je sais plus qui c'est qui dit à Skrull, tiens, je croyais que tous les Skrulls étaient verts. Non, lui, c'est le Red Skrull. Oui.
C'est tellement nul que ça m'a fait rire. Ouais, c'est drôle. Non, il y a des très très bonnes vannes, mais ouais, c'est long à lire, c'est long, c'est verbeux, à tel point que ça en devient pénible. Le vrai problème, c'est que c'est jamais très drôle. Ça fait sourire de temps en temps, mais c'est jamais très drôle. C'est plus intéressant pour le côté voir tous ces personnages. Ouais. Dans un seul comics, c'est pas si commun, mais. Mais comme quoi, Deadpool n'a pas inventé l'humour méta pas drôle, hein, quand même. Non, c'est une curiosité, je connaissais pas du tout. Je le connaissais pas non plus, je suis tombé dessus par hasard, et c'est vrai que le roast, c'est une vraie habitude aux États-Unis, ouais. hein. Même le président des États-Unis y passe. Ouais, oui. Non, c'est dans les roasts très sympas de ces dernières années, il y a celui de Justin Bieber qui mérite un coup d'œil. Ouais, celui de Bruce Willis aussi. Bruce Willis, oui, celui qui jouait dans Sorry Setter, comment il s'appelle James Franco. Voilà, son roast était très drôle aussi. Mais non, les roasts, si vous avez l'occasion d'y regarder, ça mérite le coup d'œil. Sur Netflix, il y en a pas souvent. Il y a les roast Battle of History, ouais. qui sont en fait des roasts appliqués à des personnages historiques. Certains sont très drôles, hein, le Anne Frank. Oui, c'est le meilleur. Ah, Wilfried est en feu. Hein. Anne Frank, c'est le meilleur. Vous rigolerez plus qu'en lisant cet épisode des 4 Fantastiques. Voilà, totalement. Si vous voulez découvrir le roast, allez découvrir le roast en vidéo avant de lire l'épisode. Ça sera beaucoup plus drôle. Alors, à ma connaissance, cet épisode n'est jamais sorti en VF et je n'ai pas trouvé de trace non plus de sortie dans une version collectée en VO. Mais je me trompe peut-être de ce côté-là. En tout cas, pas de VF. Ouais. C'est pareil, ouais, la VF, j'ai jamais trouvé signe. Même en VO, j'ai essayé de voir si je trouvais des trucs. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est l'issue qui est encore disponible chez certains revendeurs. Ouais, on la trouve pour pas cher. Ouais, bah oui. Mais oui, 32 pages, c'était peut-être trop long en fait. Ouais. Mais c'est une curiosité à voir, quoi. Allez, on enchaîne avec DC. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Là, pour le coup, un épisode beaucoup plus drôle. Ouais. Donc, je vais déjà citer les artistes. Donc, John Ostrander, Duke Mank, et à l'ancrage, un certain Patrick Gleason avant qu'il devienne un peu plus célèbre. Une belle équipe déjà. C'est une belle équipe. Après l'exécution, on en parlera après, notamment graphique. Hein. Mais le titre en question, c'est la série Martian Manhunter, le numéro 24. Et donc, vous connaissez tous John Jones, le Martian Manhunter. Et Martian a un petit souci technique, c'est qu'il aime beaucoup les Oreos. Un peu trop. Bon, appelés ici les chocos. Oui. On les reconnaît tout de suite. Hein. Oui. Et le problème, c'est pas tant qu'il ait une addiction à ces chocolats, c'est qu'il en trouve pas. Voilà. Et pourquoi il en trouve pas, surtout? Parce que, donc, il est dans la JLI, ce bon vieux Martian Manhunter. Excellente série, que nous conseillons de lire de bout en bout. Et deux de ses partenaires très célèbres, Booster Gold et Blue Beetle, sont des blagueurs invétérés. Et là, ils ont décidé en fait d'acheter tous les Oreos dans un rayon d'un mile autour du QG, ce qui fait que donc John Jones, n'ayant plus ses Oreos à la maison, décide d'aller en acheter et de pas en trouver. Et comment dire, il va pas très bien le prendre. Hulk smash. C'est ça. C'est la petite bébête verte de la JLI devient une grosse bébête verte ultra violente qui décide à vouloir fracasser Blue Beetle et Booster, quoi. Et c'est à mourir de rire, franchement, cet épisode. Ouais, alors moi mes pages préférées, ce ne sont même pas celles où il y a le Martian Manhunter, Booster Gold ou Beetle, c'est celles où il y a Fire and Ice. Non, même pas, c'est Maxwell. Max. Oh là là, je me suis bidonné. qui nous fait une hémorragie nasale il pire essaye que de Tortue contrôler Géniale. tout le monde pour que personne se rende compte de ce qui se passe autour de lui. Mais c'est pire que Tortue Géniale. Ça, non, mais franchement, cet épisode est à hurler de rire, quoi. Il est connu pour être un des épisodes les plus drôles et il usurpe pas du tout sa réputation. Très bien, il se le dit très vite. On s'ennuie pas une seconde. C'est le contraire du roast des 4 Fantastiques. Voilà. Et là, c'est très très visuel, hein, quand même, les vannes. C'est vraiment centré sur l'action. Et comme je le disais, on s'ennuie pas. Et on a l'impression de lire un épisode de Hulk, mais humoristique. Ouais. Et après, le petit bémol, c'est quand même que la partie graphique est quand même pas top. Hein. La colo, surtout, je trouve, vraiment vieillie. Bah, c'est la colo de l'époque. Hein. Et l'ancrage de Gleason qui est très très gras et qui rend pas honneur à Mank, quoi. Et toi, donc, tu nous as choisi un style très particulier graphiquement. Alors attends, juste avant d'enchaîner sur mon titre, ce titre-là n'est malheureusement ni disponible en VF ni disponible en VO parce que
Même DC avait eu la bonne idée de rééditer le run de John Ostrander, mais ça ne s'est pas suffisamment vendu pour arriver jusqu'au numéro 24. Mais qu'est-ce que vous attendez, les gens? Achetez, c'est vraiment bien en plus, quoi. Donc on enchaîne avec mon titre à moi, qui est le numéro 1 de la série Plastic Man, sorti en février 2004, avec au scénario et au dessin un certain Kyle Baker. Alors avant de parler de ce numéro, je vais faire un petit peu de contexte et replacer qui est Plastic Man. Alors c'est un super-héros extensible, qui est presque indestructible, et qui est doté d'un sens de l'humour que l'on qualifiera d'extravagant. Voilà. C'est très très cartoonesque sa manière de se comporter. Oui. Donc c'est un vieux personnage, Plastic Man. Il a été créé en 1941 par Jack Cole et il n'était pas publié par DC à la base, mais par Quality Comics. Et DC n'a récupéré les droits du personnage qu'après la mort de Cole en 58 et n'a sorti le premier comics Plastic Man qu'en 1966 pour 20 petits épisodes. Et donc Plastic Man, avant 2004, il est apparu ici ou là en guest star, d'abord dans une mini-série, puis en personnage secondaire univers DC. Mais c'est vraiment qu'à partir de 1998 et la relance de la Justice League par Grant Morrison qui va faire de ce personnage un comic relief pour l'équipe, mais aussi une arme secrète, un vrai personnage à part entière un vrai membre à part entière de la Justice League. Mais c'est étonnant parce qu'il avait quand même un cartoon qui avait plutôt bien marché début des années 80. Hein. Mais dans les comics, c'est vraiment un personnage hyper secondaire. Hein. Il avait des cartoons, il avait aussi des figurines qui marchaient très bien, son effigie. Mais c'est vrai qu'il est tellement particulier, ce personnage, qui marche bien en cartoon que dans les comics, pour le faire fonctionner, faut un peu la folie d'un Kyle Baker. Hein. Et donc le personnage va devenir assez populaire grâce au run de Grant Morrison, mais il va falloir quand même attendre quelques années, 2004, pour que Kyle Baker va se voir confier la lourde tâche de nous faire rire avec ce personnage complètement fou. Mais Kyle Baker en 2004, c'est pas n'importe qui. Il a déjà remporté 2 Eisner Awards pour ses travaux chez DC. Alors, il y en a un des deux, je sais pas si tu connais cette histoire. Donc, alors, le premier, c'est un roman graphique qui est sorti chez Vertigo. Et le deuxième, c'est une courte histoire sur la nounou de Superman. Est-ce que tu connais cette histoire? J'avais lu ça il y a très longtemps, oui. Mais alors c'est une histoire qui est vraiment sympa, hein, qui était sortie dans un numéro géant consacré à des Elseworlds. Ouais. Sauf que ce numéro n'est jamais sorti aux États-Unis. Ah, ça je sais pas, tu vois. Alors cette histoire, elle mérite presque qu'on en parle un jour, parce qu'à l'époque, Paul Levitz, qui était président de DC Comics, quand il a lu cette mini-histoire, il a trouvé absolument impossible qu'on représente le nourrisson Clark Kent, tant et si bien que la plupart des copies qui étaient destinées donc au marché américain ont été rappelées et détruites. Et donc ce numéro n'est sorti qu'en Europe. Et on estime aujourd'hui qu'il y en a qu'environ entre 700 et 2000 copies qui ont été vendues. Sauf ce qui veut dire que si vous voulez le lire aujourd'hui, ce numéro, faut s'accrocher parce que... Ça doit valoir il vaut une petite fortune. Ça doit valoir la peau du cul, ce titre-là, quoi. Ouais. Bon, alors on va revenir à Plastic Man. Alors je parle de ce numéro de l'histoire sur la numéro de Superman parce qu'en fait, tout le style graphique de Kyle Baker est déjà là, tous ces glags, c'est un numéro entièrement visuel, exactement ce qu'il va faire après sur Plastic Man. Alors, Plastic Man, ça parle de quoi? Au début, on a une scène d'intro vraiment hilarante, dans laquelle on a Plastic Man qui déjoue les plans d'un braquage de banque, et une fois qu'il a réussi, il va faire la fête. Il retourne chez lui, il va se coucher, mais il va faire un rêve étrange. Il n'est plus Plastic Man, il est désormais Hill O'Brien, qui est un grand chef de crime, un parrain de la mafia, quoi. Et durant un vol dans une usine de produits chimiques, des flics vont faire éruption et une cuve d'acide va tomber sur Hill pendant qu'il s'enfuit. Il s'évanouit et se réveille dans un monastère et découvre que son corps est devenu extensible comme s'il s'agissait d'une sorte de plastique. Donc Plastic Man se réveille alors et par un coup de téléphone de la police, il se rend sur une zone de crime. Quelqu'un a été tué devant le palais de justice et la police a besoin de l'aide de Plastic Man. Et c'est grâce au sidekick de Plastic Man qu'il va tomber sur un portefeuille qui appartient à nul autre qu'à Hill O'Brien, donc le pendant démoniaque de Plastic Man. Voilà, alors l'histoire en elle-même, elle est pas folle. Tout ce que j'ai raconté là, ça va faire l'objet du premier arc autour de la série. Hein. Donc, il est recherché pour meurtre et Plastic Man il va prouver son innocence. Donc, c'est pas fou. L'intrigue est assez mince. C'est en fait un prétexte pour une série de gags très visuels. Hein. La série Plastic Man de Kyle Baker, on a l'impression de regarder un épisode de Tom et Jerry. Ouais, graphiquement, en fait, ça me fait penser aux séries de Nickelodeon, la chaîne. Ouais. C'est un style très Powerpuff Girl ou le laboratoire de Dexter. C'est un peu perturbant. Tout à fait. Ça fait bizarre au début, mais une fois qu'on s'y fait, c'est vrai que... Ouais, une fois qu'on comprend où veut nous emmener Kyle Baker, on adopte tout de suite le style, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un rendu visuel très animation de cette époque-là. Ouais. Et d'ailleurs, Kyle Baker a travaillé dans l'animation, hein, donc c'est pas pour rien. La série a rencontré un énorme succès critique. Elle a rempli Eisner sur Eisner, mais pas trop public. Elle a pas duré très très longtemps, une vingtaine d'épisodes et elle a dû s'arrêter. C'est vraiment un comics
Ah non, ouais, ça vaut le coup d'œil. Hein. C'est la série, je l'ai lue à l'époque, elle était très très bien. L'épisode, là le problème c'est vraiment qu'il initie toute la série et il pose en fait les jalons. C'est ça. Mais ouais. Et il fait le lien avec le personnage de base, donc en revenant sur Hill O'Brien, qui va disparaître en fait de la série après. Plastic Man va devenir son propre personnage et va se faire son propre cast de sidekick. Ouais. Là, on sent encore vraiment on sent vraiment la série des années 50 en fait. Oui, c'est ça, ou plutôt même carrément le cartoon qui était de Hanna-Barbera, il me semble. Il y a une petite patte Hanna-Barbera quand même qui reste et qui va essayer d'éliminer au fur et à mesure. Notamment le sidekick Woozy, qui est très le copain idiot à la Sammy quoi en fait. C'est ça. Pour moi, cette série, alors pas tant cet épisode, mais cette série en global, c'est un énorme coup de cœur de lecture parce que DC l'a ressorti dans une très belle édition l'année dernière. Donc je recommande vraiment. Elle n'est pas donnée, mais ça vaut vraiment le coup. Par contre, en VF, ça n'est jamais sorti. Forcément, mais c'est triste parce que c'est vraiment un excellent titre et Kyle Baker mérite de voir ses titres publiés parce que c'est un excellent auteur. Ouais. Tout à fait. Mais après, oui, je comprends que le style puisse rebuter plus d'un. Ah, c'est déroutant. Mais voilà, là, c'est en fait un style particulier. C'est pas un style loupé comme pouvait l'être l'ancrage et la colo du Martian Manhunter, quoi. C'est vraiment un style volontairement dans comme ça, quoi. Et l'intro fait vraiment penser à un cartoon. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais, mais ça marche bien. Il y a vraiment beaucoup de très bons gags visuels. Voilà. Là, pour le coup, c'est très, très, très visuel. Mais il y a même des trucs qu'il arrive à faire à la fois rire et qu'on trouve un peu pathétique, notamment la soirée qu'il organise chez lui avec deux charmantes demoiselles, où au final il finit sur le bord du toit pendant que sa jambe accueille, laisse les filles partir. C'est ça, ouais. Ça a l'air bizarre quand je le dis, mais ça est encore plus bizarre. C'est un peu un personnage à la BoJack Horseman en fait. C'est un personnage en apparence qui fait toujours la fête, qui est toujours, mais en fait qui est vide à l'intérieur. Et la série justement va développer ce côté-là et il va rencontrer l'amitié, il va rencontrer l'amour. C'est une série qui est émouvante aussi en plus d'être drôle. Vraiment un très très gros coup de cœur. C'est peut-être l'un des meilleurs qu'on ait lu pour cette émission. Ah ouais, avec le Superior Foes, ouais. Là, on part vraiment dans le problématique. On va finir avec l'un des, donc là, tu nous as choisi un titre très particulier. En fait, j'avais envie de le tester, c'était l'occasion. Est-ce que je regrette? Non, parce que c'était un truc à essayer quand même. Mais est-ce que c'est drôle? Tu sais que tu m'as fait économiser des sous parce que j'ai longtemps considéré, parce que le titre dont tu vas parler est ressorti l'an dernier en omnibus et je me suis longtemps demandé si je devais le prendre ou pas. Maintenant, je sais que je vais pas le prendre. Voilà. Et le pire, c'est qu'on ni toi ni moi ne sommes très fans des adaptations de comics et que l'adaptation de cet univers de comics, c'est quand même l'un des meilleurs films de super-héros pour nous deux quand même. Ouais. Alors, tu sais quoi, là? Donc, le film que le titre que j'ai choisi, c'est donc Flaming Carrot, le numéro 1. Donc, qui en fait n'est pas du tout le numéro 1, puisque c'est Flaming Carrot, c'est un personnage qui est né en backup dans une revue en 79. Mais là, c'est la première fois qu'il va avoir sa propre série en 1984. Et c'est donc écrit et dessiné par Bob Burden. Donc, The Flaming Carrot, c'est qui? C'est un type qui se déguise. Tête de carotte. Qui se déguise avec une tête de carotte avec une petite flamme au bout. Voilà. et en fait, c'est l'occasion pour Bob Burden de pasticher en fait tout l'univers des super-héros du début des années 80. C'est un comics qui s'inscrit dans la logique des Teenage Mutant Ninja Turtles originales. Ouais, tout à fait. Il y avait un gros boom des comics en noir et blanc à l'époque là, des espèces presque des fanzines. On a la limite du fanzine. Mais oui, en plus là, ça a été édité par Agvard Vanheim, donc l'éditeur indé créé par Dave Sim, le créateur de Cerebus. Et ça sent en fait que c'est un truc qui est édité à petit tirage et sur des machines qui sont pas très bonne quoi, ça un peu comme le Tortue Ninja d'ailleurs. Justement, Flaming Carrot aura un crossover avec les Tortues Ninja plus tard.
Et là, l'histoire de cet épisode, en fait, il y en a pas réellement. C'est plus, Flaming Carrot a disparu il y a des années. On essaie de retrouver sa trace, plus ou moins, et on t'explique qui est le personnage, avec beaucoup de gags et de jeux de mots foireux et de concepts un peu bizarres. Est-ce que c'est drôle? Je suis un peu mitigé quand même. Moi, j'ai jamais souri. Non, pareil. Ne serait-ce qu'une fois. Donc, moi, j'ai été gêné plus qu'autre chose. C'est un humour qui est excessivement daté. Ouais. Et voilà, on n'est plus à cette époque-là. Et honnêtement, de Flaming Carrot, je vais garder le film Mystery Men et puis oublier l'existence du comics. Le visuel fonctionne bien du personnage. C'est une belle création. Peut-être que la série devient plus intéressante par la suite, mais ce premier épisode, il donne pas envie. Hein. Mais après, voilà. Et il est long. Et après, ce volume-là a que 4 épisodes. Hein. Ouais. C'est par la suite qu'il a été un peu plus développé, qu'ils ont développé tout l'univers, qui a donné le film Mystery Men. Et c'est peut-être beaucoup mieux. Après, d'un côté, on retrouve le délire... le délire parodique de Bob Burden dans Mystery Men, quoi. Ouais, c'est absurde comme il faut, mais il manque le truc. Ouais, il manque quelque chose. Ah, c'est pas bien écrit. Non, c'est pas bien écrit. Ouais. C'est pas bien dessiné. C'est dur à lire. Ouais, non, vraiment, c'est pas top, hein, réellement. L'univers est peut-être sympa, mais là, non. Ouais, non. Et bien sûr, indisponible en français. Comme tu l'as dit, il a été republié en omnibus par Dark Horse. Non, c'est par Image. Je sais même plus. Je sais pas. C'est je sais qu'il y a eu un omnibus de sortie avec tous les épisodes de Flaming Carrot. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? C'est à vous de voir, mais franchement, je conseille pas. Alors, on va finir avec mon titre. Oui. C'est un peu mieux que Flaming Carrot, mais c'est quand même pas... C'est une grosse déception pour moi aussi. C'est le Gru numéro 1, sorti en décembre 1982 chez Pacific Comics. Et Gru, c'est la création d'un homme, Sergio Aragonés. Alors, l'épisode commence avec une page dans laquelle Sergio Aragonés se met en scène et explique pourquoi Gru s'est retrouvé chez Pacific Comics. En fait, il a fait le tour des maisons d'édition, mais tous les éditeurs qui voulaient publier le titre voulaient également en détenir les droits. Et Aragonés n'était pas d'accord avec ça. On est au début des années 80, donc comme tu le sais, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Le Creator Own, c'est vraiment... Ça correspond, ouais, c'est ça, au début des années 80, mais avant, c'était très compliqué pour les auteurs quand ils avaient une idée de la développer eux-mêmes en dehors du fanzina. Et à tel point que Aragonés explique sur cette page qu'il a essayé de vendre son concept pendant des années, avant de finalement trouver un éditeur qui lui laisse les pleins pouvoirs et surtout les droits sur sa création. Donc Gru, c'est qui? C'est en gros c'est Conan en débile. Voilà. C'est exactement ça. C'est une parodie de fantasy de l'époque, hein, la fin des années 70. Conan fonctionnait très très fort chez Marvel et donc Gru, c'est cette parodie humoristique de ce genre de comics. C'est un barbare un peu couillon qui va commettre gaffe sur gaffe. Ouais. Et c'est un bouffon au gros nez, ouais. Hein, parce que on est vraiment dans le grand nez, hein, dans le gros nez. C'est pas un style très habituel pour le comics, on est plutôt dans le style franco-belge à la Astérix, ou plutôt à Lazy No Good. Donc il est très bête. Il passe son temps à pas comprendre ce qui se passe autour de lui, et le seul truc avec lequel il est un peu doué, c'est son épée. D'ailleurs, il prend plaisir à se battre, mais c'est un gars un peu couillon. Il est plutôt pacifique et honnête. Il tente de vivre sa vie de mercenaire en effectuant des petits boulots, mais il lui arrive toujours plein d'accidents. Il va provoquer plein de destructions sans s'en rendre compte. Et la plupart de ses aventures se terminent avec lui qui fuit une foule en colère. Et c'est aussi la fin de cet épisode. C'est d'ailleurs le début aussi. Oui. Donc, je pense que je vais m'attirer des foudres de beaucoup de gens, mais vraiment, j'ai pas aimé cet épisode. J'étais même très déçu. J'avais lu du Gru quand j'étais petit. Oui. Je me souviens de plein de... Et j'ai essayé de retrouver, j'ai aucune idée dans quoi ça sortait. Si toi tu sais, tu pourras peut-être me trouver la réponse, mais je me demande si ça ne sortait pas dans Pif ou un truc du genre. Je peux pas dire, mais je sais que j'en ai lu aussi étant gamin, et vraiment ouais, c'est des... J'en avais un super souvenir, et relire ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça nul. Les gags sont pas drôles, c'est vraiment... On les voit venir à 3 km, l'intrigue, il y en a pas. Et vraiment, quand on lit la première page et qu'il nous dit que ça fait des années qu'il a envie de sortir ça et que finalement il sort ce comics-là, je lui dis mais fallait peut-être réfléchir à ton histoire. Là, on a l'impression qu'il a vraiment pensé qu'à son personnage. Non mais c'est ça en fait. Pour moi, Gru, c'est un personnage à Gare du Nord ou 10 centimes. Ouais, à Gare du Nord, c'est un personnage, c'est du strip, c'est un gag sur un strip, ça marche bien. Là, on se tape 25 pages de... Non mais c'est ça le problème en fait, c'est plus le format qui est pas bon. Ça aurait été un
un truc à la vraiment en strip pur et dur où il aurait été obligé de centrer pour ses vannes, ça aurait été beaucoup plus dynamique et beaucoup plus drôle. Là, ouais, quand tu parlais de pif, ouais, ça fait penser à 10 centimes le petit franc, qui était quand même le meilleur van du titre quand même. Et le truc, c'est drôle quand t'es gamin, beaucoup moins quand t'as grandi, quoi. Ça fait dater. Après, est-ce que c'était perçu comme drôle à l'époque? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Ouais, bah, si jamais vous êtes un peu plus âgé que nous et que vous avez lu Grou, donc Pascal, avec tes 96 ans. Et si vous avez le meilleur souvenir que nous sur Grou, est-ce que c'était vraiment drôle à l'époque? Peut-être aussi que c'est juste parce que c'est le début de la série, hein. Peut-être que il s'est amélioré, ça, parce que Grou, ça a duré longtemps. Ouais. On parlait de Sergio Aragonès, j'ai pas cité Marc Evanier, qui aussi participe à cette aventure. Il veut pas être crédité en tant que scénariste parce qu'il considère que c'est vraiment la création d'Aragonès et que lui n'a fait que aider à remplir les bulles. Donc c'est comme ça qu'il qualifie son travail. Moi, ça m'a pas donné envie d'aller en relire. Non, pareil, ouais, ça m'a un peu calmé aussi, hein. Là, 2 déceptions en indé, quand même. Ouais. Ah ouais, clairement, ouais. Mais après, cet épisode, je vais te dire, il m'a permis de me rendre compte que je lisais pas tant de comics drôles que ça, quoi. Et en essayant de faire notre sélection, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a pas tant de comics humoristiques que ça. Volontairement. Enfin, vraiment, volontairement humoristique. Ouais. Et que, en fait, je suis pas spécialement client de ça, hein. S'il y a pas un truc en plus, bah, ça m'intéresse pas, quoi, au final, j'ai l'impression. Bon, bah, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le site ou sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, sur Facebook, partout, enfin, tout ça. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour conclure cette émission en musique? Au moins un truc qui va vous faire rire, hein. On va prendre le rire de Henri Salvador. C'est contagieux et ça fonctionne à chaque fois. Très bon choix. Allez, au revoir. À bientôt, salut.